Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin F1 racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 5. Cette fin de semaine avait lieu les 500 000 d'Indianapolis. Normalement tenue en mai, cette course a été reportée exceptionnellement au mois d'août. Bullshit! Virus! C'est le japonais et ex-pilote de Formule 1 Takuma Sato qui a remporté cette épreuve mythique pour la deuxième fois de sa carrière, alors que Fernando Alonso a terminé 21e. Le Indy 500 est une course prisée par les pilotes. Ce sont 200 tours disputés à vive allure. C'est ce qu'une des écuries actuelles de Formule 1 a tenté de faire au milieu des années 80. Cette équipe, toujours populaire de nos jours, s'est servi du Indy 500 et de la série IndyCar pour faire pression sur la F1. Cette semaine, on parle du projet IndyCar mené par nul autre que Ferrari, le projet Ferrari 637. La Scuderia Ferrari est très souvent associée à la Formule 1 et parfois aux voitures d'endurance. Cependant, personne n'a pu s'imaginer voir la célèbre écurie italienne tâter le terrain d'une série nord-américaine. Encore moins participer aux 500 000 d'Indianapolis, le plus grand spectacle de course automobile au monde. Pourtant, ça s'est produit. Comme c'est le cas dans Histoire de F1, commençons par le début. Entre 1950 et 1960, le Indy 500 fut une épreuve comptant pour le championnat du monde de Formule 1, mais ce n'est pas toutes les écuries qui participaient. La seule fois où Ferrari a participé à cette course, ce fut sous les règlements de Formule 2. En 1952, Enzo Ferrari envoya son pilote vedette, Alberto Ascari, en Indiana, au lieu de participer au Grand Prix de Suisse et de Monaco, les deux premières courses de la saison. Malheureusement pour Enzo, Ascari abandonna au 40e des 200 tours du Indy 500. Il vit Troy Ruckman, natif de Moorland en Oklahoma, devenir le plus jeune vainqueur de cette course mythique à l'âge de 22 ans et 80 jours. D'ailleurs, c'est un record qui tient toujours aujourd'hui. Suivant cet échec aux États-Unis, Ascari remporta tous les autres Grands Prix de la saison 1952 en route vers le premier de ses deux titres mondiaux. Malheureusement, l'Italien refusa une seconde invitation à l'épreuve en 1953. Or, l'expérience de la Scuderia Ferrari se termina. Le but principal pour Enzo Ferrari était de percer le marché nord-américain avec ses voitures de luxe. Si les mots Ferrari et Indy ne furent pas tant prononcés dans la même phrase, il a fallu attendre 3 décennies avant que ce ne soit fait. L'entrée des années 80 fut assez difficile pour la Scuderia Ferrari. Est-ce la même chose en 2020? L'écurie italienne, comme tout le monde, a dû faire la transition vers l'ère des moteurs turbo. Des équipes comme McLaren et Williams ont réussi à détrôner le cheval cabré. Mettant leur argent sur la Formule 1 plutôt qu'en endurance, Ferrari eut un regain, avec 2 championnats des constructeurs en 1982 et en 1983. En 1985, Michele Alboreto fut un adversaire de taille à Alain Prost. Alboreto termina 2e au classement des pilotes à 23 points de Prost, notamment grâce à 2 victoires au Canada et en Allemagne. Entre-temps, le président de la FISA, la Fédération internationale du sport automobile, Jean-Marie Balestre, tentait de faire disparaître les turbos. Il essayait de réduire la puissance de ses moteurs avec entre autres la réduction de la taille des réservoirs d'essence, brider la pression du turbo, etc., etc. Pendant les qualifications, les voitures déployaient plus de 1500 chevaux vapeur. De plus, Enzo tenait mordicus à ce que les V12 soient acceptés dès 1989, année de la nouvelle vague de règlement. Bring back the fucking V12. Or,
Tous ces changements ralentissaient le retour au sommet de Ferrari aux yeux d'Enzo, qui voulait redevenir maître du monde et vendre beaucoup plus de voitures que jamais, tout en visant le marché nord-américain. Comment atteindre ce dernier objectif? Indy 500. Avec cette guerre entre la FISA et la FOCA, qui était le syndicat des écuries mené par nul autre que Bernie Ecclestone, et un avenir incertain pour le règlement sportif et technique, Il Commendatore décida de faire renaître le vieux rêve de gagner le Indianapolis 500. Alors, il se tourna vers la série kart qui gagnait en popularité avec la présence de Ford et de Chevrolet comme motoristes. Côté technique, la série acceptait avec plaisir les V8 turbo. Dans le cadre de la mission faire chier la FISA, Ferrari envoya Marco Piccini, qui était à la tête de la Scuderia, aux États-Unis afin de vérifier la solidité de la série, en plus d'entamer des discussions avec les dirigeants du championnat kart. Ferrari parvint à s'associer avec le fournisseur de pneus Goodyear et une écurie de la série nord-américaine, True Sport. Fondée en 1982, True Sport, créé par Jim Truman, comptait dans ses rangs Bobby Rahal, avec qui il remporta les 500 000 d'Indianapolis en 1986, ainsi que les championnats kart de 86 et de 87. True Sport devait servir de mentor à Ferrari dans le but de concevoir une voiture de type Indy. Pour ce faire, le clan américain fournit une March 85C, en plus de tenter de convaincre un jeune ingénieur britannique travaillant pour March de participer à cette activité très spéciale. Son nom? Adrian Newey. Cependant, Newey refusa l'offre afin de se concentrer sur le châssis 86C. Le 85C, muni d'un moteur Cosworth, fut livré à Maranello. Bobby Rahal s'amena en Italie pour effectuer des tests sur la piste de Fiorano. Michele Barretto participa aussi à cette pratique. Le but de ces essais n'était aucunement de comparer une Formule 1 et une IndyCar. La IndyCar gruge assez de vie dans les pneus de la monoplace et elle était conçue pour des circuits au virage moyen et rapide. Quand il arriva sur l'épingle du circuit de Fiorano à bord de la March 85C, Bobby Rahal eut de la difficulté à exécuter ce virage serré. Ce projet était top secret, enfin, jusqu'à ce que d'autres personnes ne le sachent. Dans une entrevue accordée à The Race en juillet dernier, Rahal se souvint d'avoir croisé Jim Williams et Maston Gregory, ce dernier étant le vainqueur des 24 heures du Mans en 1965 avec Jochen Rindt. Or, Williams était assez appliqué avec Team Penske. Il était en vacances avec sa femme et Gregory habitait en Italie avant sa mort en 1985, fin 85. Lorsque James sut que Rahal était en Italie, mais pas pour des vacances, il appela Roger Penske et raconta avoir croisé Bobby. Le capitaine, qui est le surnom de Penske, devait être estomaqué d'apprendre que Ferrari, l'équipe la plus titrée en Formule 1, voulait tenter sa chance en kart, surtout que Rahal allait probablement devenir le pilote de la future écurie italo-américaine. Bref, revenons au test à Fiorano, fin 85. Après que Michele Barretto eut testé la March Cosworth, Ferrari décida d'embaucher un ingénieur autrichien, Gustav Brunner, qui possédait beaucoup d'expérience en kart. Pour l'occasion, le clan de Maranello décida de garder la March et Brunner conçut la Ferrari Kart avec un moteur V8 turbo, le Tipo 034 et l'accord de Fiat, proprio de Ferrari. D'ailleurs, la monoplace a été construite avec une inspiration de la Lancia LC2, une voiture d'endurance de l'ancien championnat du monde d'endurance.
On dit que le moteur, en fait, est inspiré du V8 de la Lancia LC2. Le Tipo 34 devait néanmoins respecter les règles techniques de la kart. C'est pour ça qu'il est muni d'une cylindrée de 2,65 litres avec un gros turbocompresseur. Le châssis même ressemblait légèrement à la March 85C, surtout au niveau de l'aileron avant. Il avait même un nom, la Ferrari 637. La Ferrari 637 était fin prête à attaquer les pistes nord-américaines. La prochaine étape, faire chier la Formule 1 avec cette monoplace. Est-ce que la perle de Jim Williams à Roger Penske a fait un effet boule de neige dans l'univers de la course automobile? Peut-être pas, mais Ferrari a tenu, au cours de l'été 1986, à commenter les rumeurs d'un départ de la catégorie reine du sport automobile. Les mots d'Enzo Ferrari par communiqué. La nouvelle concernant la possibilité que Ferrari abandonne la Formule 1, pour courir et Tatsunis, est bien réelle. Depuis un certain temps, chez Ferrari, il y a une étude d'un programme de participation pour les Indy 500, ainsi qu'un indicar, si les règles sportives et techniques de la F1 ne sont pas suffisamment garanties, pendant 3 années, Ferrari mettra en œuvre ce programme. La réaction du sport auto? En fait, la raison de la sortie d'un tel communiqué bouleversant est due à des changements drastiques par la FISA, causés entre autres par la mort tragique d'Elio De Angelis lors des essais privés sur le circuit Paul Ricard durant l'été 1986. Son populaire président, Jean-Marie Balestre, partit officiellement en croisade contre les moteurs turbo. Il proposa de réduire la puissance de ces moteurs pour 1987 et 1988 avant de les supprimer définitivement pour 1989 en faveur de moteurs atmosphériques V8 de 3,5 litres. Apprenant cette nouvelle, des motoristes décidèrent de claquer la porte à la Formule 1. BMW se retira pour de bon jusqu'en 2000 et Porsche trompa la Formule 1 pour l'IndyCar. Ferrari avait ainsi compris que cela sonnait le glace des V12. Ma what de cazzo? Les relations entre la Scuderia et la Formule 1 se détérioraient aussi rapidement que celles entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg en 2014. La FISA, se rendant compte que Ferrari était très sérieuse sur ses projets nord-américains, décida de voyager en Italie à la fin de 1986 afin de convaincre Enzo de rester en Formule 1. Pas très loin de la salle où la réunion eut lieu, le son de moteur vombrissait. Il s'agissait du Tipo 034, celui qui irait dans la Ferrari 637 d'ici 1987. Coup monté ou simple coïncidence? Je pense plus pour la première option. Cela intimida les gros bonnets de la FISA. C'était pour prouver à quel point la Scuderia était sérieuse dans leur mission. Au début de l'année 1987, la FISA officialisa l'autorisation du V12. Après cette annonce, le cheval cabré décida d'abandonner le projet 637. Cela entraîna la signature d'un deuxième accord Concorde en mars. L'opération soudoyer la FISA a donc fonctionné pour Ferrari. Est-ce que le coût du moteur Tipo 637 en plein cri, une légende urbaine selon plusieurs, a été un point catalyseur dans cet accord? Toujours en 1987, Ferrari embaucha l'ingénieur John Barnard, alors membre de McLaren. Le Britannique avait suggéré à Enzo de se concentrer uniquement sur la Formule 1 afin d'éviter toutes sortes de distractions. Or, il écouta Barnard et la Ferrari 637 fut laissée de côté. C'était donc la fin de l'opération IndyCar pour l'équipe de Maranello. Cependant, la 637 fut quand même une inspiration. Alfa Romeo, compagnie appartenant à Fiat, décida d'embrasser l'idée de participer à la série kart. Elle se servit donc du moteur Tipo 034, incluse dans le châssis non roulé,
pour construire son propre moteur. Elle deviendra un motoriste en kart de 1989 à 1991. Malheureusement, Alex Morales Motorsport et Patrick Racing ne parvinrent à inscrire une pole position ou une victoire en kart avec un moteur Alfa Romeo. Qu'en est-il de True Sport et de Bobby Rahal? Comme mentionné plus tôt, Rahal a réussi à remporter le Indy 500 en 1986, en plus de triompher dans le championnat à deux reprises, en 86 et en 87. Malheureusement, 11 jours après le succès de Rahal sur le Brickyard en 86, Jim Trueman, le fondateur de l'écurie, décéda des suites d'un cancer du côlon. Fin 92, l'écurie fut absorbée par Team Rahal Letterman Lanigan, qui est encore en activité. Petite note, le fils de Bobby, Graham, a terminé 3e lors de l'édition de ce dimanche. Si vous avez du temps, et quand ce sera sécuritaire de voyager, allez visiter la Ferrari 637 à la Galleria Ferrari de Maranello, où elle est exposée de manière permanente. En mai dernier, Ferrari avait dit qu'elle regarderait vers la création d'un programme IndyCar d'ici 2022 avec l'introduction du plafond salarial en Formule 1, ce qui réduirait le nombre de personnes dans l'équipe. Roger Penske, qui gère son écurie éponyme, la série IndyCar et le Indianapolis Motor Speedway, s'est dit heureux d'accueillir le clan italien dans ses rangs. Dire que 35 ans plus tôt, il avait peur de l'arrivée de la bande d'Enzo chez lui. Parlant d'Enzo, si jamais il était encore vivant, il aurait été complètement derrière ce projet 2022 d'IndyCar. Disons qu'il aurait aussi engueulé quelques ingénieurs de piste après la déconvenue avec Sébastien Vettel pendant le Grand Prix d'Espagne. Retrouvez tous nos contenus sur bulletinf1.com, notre site officiel. Pour continuer la conversation sur la F1 et sur les épisodes de podcast, retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/bulletinf1, sur Twitter @le bulletin F1 en un seul mot, ainsi que sur Instagram, toujours à @le bulletin F1. La balado-diffusion Histoire de F1 se retrouve sur notre site, tout comme la balado originale, le bulletin F1, disponible hebdomadairement sur bulletinf1.com, ainsi que sur Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et toute autre plateforme de podcast préférée. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour Histoire de F1. Je m'appelle Abdoussal. À la prochaine!